place à Nicolas Curien pour ce keynote sur la stratégie des nœuds et des arcs du récit à la réalité. Merci. Merci beaucoup. De mon côté, ça me fait très plaisir d'être avec vous et c'est pour la 3e fois dans le cadre du Radio Tour. Le Radio Tour est une belle initiative puisqu'elle associe les régions, elle associe les territoires et en ce qui concerne le DAB, elle montre bien que le DAB, ce n'est pas une affaire uniquement nationale, c'est une affaire des territoires et que nous devrons être tous ensemble, j'y insisterai à la fin, à la fois pour déployer et à la fois aussi pour communiquer. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long pour rattraper le retard. D'abord, peut-être un peu d'éléments de contexte. Pourquoi c'est si important pour les radios de se lancer dans le DAB ? À mon avis, il y a 2 raisons essentielles. La première, je vais me décaler. Non, juste là, ah bon, pardon. Ah oui. Pas très agréable. Donc, la première raison, c'est que le DAB est une technologie numérique. Et par conséquent, ça permet aux radios de garder un pied broadcast dans le monde numérique. Et ça, c'est tout à fait essentiel pour ne pas être complètement dépendant du monde télécom et des opérateurs d'accès à Internet. Donc, la radio doit clairement avoir plusieurs pieds et conserver un pied broadcast et numériser le pied de broadcast est donc à cet égard tout à fait essentiel. Et la deuxième raison, et là je dénoterai peut-être un peu par rapport au discours habituel, c'est le discours habituel, c'est on garde en fait l'anonymat, l'universalité, le broadcast, c'est justement différent du monde numérique de l'IP ou de la 5G. Moi, je dirais, tout ça, en fait, constitue ou constituera à terme un même écosystème numérique de l'audio et d'ailleurs aussi de la visio. Et donc, c'est un atout stratégique, paradoxalement, pour les radios, que cette technologie numérique du DAB+, puisse communiquer avec les autres technologies numériques de l'IP et puis bientôt de la 5G, puisque ça va permettre aux radios de se diversifier, de ne pas faire seulement du broadcast d'un côté et des web radios IP de l'autre, et des podcasts, mais aussi d'offrir une gamme de services sans couture, comme les concurrents du numérique. Aujourd'hui, les concurrents du numérique, ils offrent des plateformes de streaming, ils offrent des enceintes connectées, il y a un tas de nouveaux intermédiaires qui se créent. Ce ne sont pas uniquement des ennemis, ce sont des concurrents et éventuellement des partenaires. Et l'étape qui consiste à numériser le pied broadcast de la radio, puisque le DAB+, va pouvoir parler avec d'autres appareils numériques, que sont les ordinateurs, les enceintes connectées, les réseaux télécoms fixes et mobiles, IP et 5G, eh bien, c'est un atout pour la radio, ça va lui permettre de s'étendre sur l'ensemble du monde de l'audio numérique, puisqu'on passe aujourd'hui de réussir la transition numérique de la radio, c'est se plonger dans ce monde de l'audio numérique et y jouer tous ses atouts. J'entends souvent aussi le mot « la radio résiste » ou « il faut que la radio résiste ». Ben non, il ne faut pas qu'elle résiste, il faut qu'elle joue sa carte pleinement dans le monde de l'audio numérique. Bon, maintenant, ceux qui m'ont déjà entendu plusieurs fois savent que je raffole de la métaphore biologique qui permet d'illustrer bien quelle est la place du DAB, finalement, dans l'ensemble des technologies, des autres technologies numériques. On a trop tendance à dire que bon, le DAB+, alors est-ce que ça va tuer la FM ? Est-ce qu'il faut éteindre la FM pour développer le DAB+? Ou on entend aussi le DAB+, c'est trop tard parce que la 5G va arriver. Tous ces discours, si on compare l'évolution technologique à l'évolution biologique, ils sont un peu à côté de la plaque. S'agissant de l'évolution des espèces animales, il y a des changements. C'est sûr, il y a 80 millions d'années, le dominant, c'était le T-Rex. Aujourd'hui, c'est l'humain. Mais entre les deux, il y avait déjà des mammifères du temps des dinosaures. Et on trouve encore des fossiles de dinosaures aujourd'hui. Et même certains films d'anticipation imaginent des Jurassic Park. Donc on est plutôt dans une évolution dans laquelle, à chaque instant, il y a un écosystème biologique ou un écosystème technologique où cohabitent plusieurs espèces. On a longtemps été dans un écosystème audio où la FM dominait.
Et ben maintenant, d'autres technologies apparaissent, le DAB+, et bientôt la 5G. On aura un écosystème dominé probablement par la DAB+, puis le 5G, et la FM déclinera. Quand on dit, on est dans une logique de complémentarité entre la FM et le DAB+. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le DAB+, est complémentaire de la FM. Mais on va vers une transition, vers une évolution, où demain, c'est la FM qui sera complémentaire du DAB+. Et je pense que, de même qu'il y a encore des grandes ondes aujourd'hui, 40 ans après l'apparition de la FM, il y aura encore, dans quelques décennies, de la FM en France, notamment pour couvrir des petites zones isolées. Le déploiement des technologies, c'est très, comme disent les anglo-saxons, contexte spécifique. C'est très particulier de pays à pays parce que ça dépend beaucoup de la démographie, de la géographie. On ne peut pas parler de déploiement technologique de la même façon en Norvège ou en Suisse d'un côté, ou en France, en Allemagne, ou au Royaume-Uni de l'autre. Et donc, très vraisemblablement, et c'est plutôt une chance, on n'a pas à éteindre immédiatement ou à horizon fixé la FM, puisque le DAB n'utilise pas les mêmes fréquences. C'est plutôt une chance, et ça sera aux radios elles-mêmes, au fur et à mesure des déploiements du DAB+, de juger le moment où elles pourront lâcher sur la FM. Ce n'est pas exclu que d'ici quelques années, comme d'autres pays européens, on annonce non pas une extinction, j'aime pas ce mot, hein, pour les raisons que je vous ai dit, je crois au darwinisme. On ne décrète pas une extinction d'une espèce ou l'extinction d'une technologie. En fait, ça se fait naturellement au fur et à mesure que les acteurs de l'écosystème évoluent. Bon. Et puis, dernière notation de contexte, ce fameux monde audio-numérique, c'est un monde qui est à la fois multicanal, multitechnologie et multi-usage. C'est-à-dire le fait qu'on ait plusieurs technologies, l'écoute se fait de plus en plus en mobilité, donc l'ordinateur de bord de la voiture captera le meilleur signal, que ce soit la FM, le DAB, la 5G, donc il switchera d'une technologie à une autre pour des raisons de disponibilité de la ressource globale. Le réseau sera comme une sorte de patchwork où plusieurs technologies coopéreront entre elles pour fournir le meilleur signal. Donc ça, c'est l'aspect multicanal. Et il y a aussi l'aspect multiservice. C'est-à-dire le fait, comme je l'évoquais tout à l'heure, qu'une radio pourra offrir à la fois une marque de radio, gérera, exploitera un univers dans lequel il y aura à la fois de la radio linéaire, de la radio non linéaire avec les podcasts, des services interactifs, et ce à quoi je crois beaucoup, ce qu'on appelle maintenant les smart radios, c'est-à-dire des radios personnalisées et adaptatives, qui, en fonction de votre géolocalisation, pourront vous offrir des services qui correspondent le mieux à vos besoins. Alors vous voyez que tout cet univers de nouveaux services, bien sûr, il n'est plus anonyme au sens classique. Donc à mon avis, le meilleur argument pour plaider pour le DAB+, et les technologies numériques, c'est le seul moyen de rester anonyme. C'est le seul moyen de jouer sa carte stratégique dans un monde audio qui, comme le monde de la télé, de l'image et de l'Internet, est un monde interactif où les usagers acceptent de céder un peu de leurs données personnelles contre un surcroît de services. On n'est plus dans un monde Big Bang où il y a des mauvaises technologies, où Big Brother c'est tout sur vous d'un côté, et puis de l'autre des bonnes technologies par broadcast qui sont anonymes. On va vers un monde qui permet justement des positions intermédiaires. Bien sûr, ça pose des problèmes éthiques et sociétaux, mais qui ne sont pas insurmontables. Donc il faut plutôt se placer dans cette logique d'univers. Alors maintenant, j'en viens à ce que vous attendez, c'est-à-dire les mots sur la stratégie du DAB. Quand je suis arrivé au Conseil en 2015, ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'y avait pas de stratégie DAB. Il y avait un plan à plat sur 6 ans de couverture du territoire. Et il y avait comme un hiatus d'ailleurs entre un discours officiel qui était oh, mais vous inquiétez pas, le DAB, c'est un petit complément de la FM. Et puis, de l'autre côté, une absence de plan qui était simplement un calendrier de couverture du territoire à 6 ans. Donc d'abord, il y avait une contradiction dans le discours, et ensuite, ce plan de déploiement n'était absolument pas ordonné. Il n'y avait pas de logique, il n'y avait pas de récit. Alors, je ne sais plus si c'est Michel Serres ou Éric Orsena qui disait tout ce qui vit a une forme. Si on veut faire vivre quelque chose, il faut qu'il ait une forme. Donc ce calendrier n'avait pas de forme, il fallait lui donner une forme. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec le plan des nœuds et des arcs. Ce n'était pas une forme bien maligne à trouver, mais c'était quand même au moins le début d'une forme. C'est de se dire que comme le système DAB+ allait être autoporté financièrement par les radios, il fallait aller d'abord,
malheureusement, on n'était pas dans une logique de grand plan national d'équipement comme pour la 4G ou comme pour la fibre optique. Il fallait d'abord aller où les radios pourraient le plus facilement supporter le coût financier de ces opérations et supporter le fait qu'il y aura un certain délai, et même un délai certain, entre les euros investis et le retour sur investissement. Donc il fallait aller là où c'était le plus dense, où il y avait le plus d'appétence et aussi le plus d'audience potentielle. Et donc c'est ça, les nœuds, c'est les grandes métropoles, les arcs, c'est les autoroutes qui relient ces métropoles. Donc l'idée, c'était d'aller là d'abord. Quand je dis d'abord, on ne partait pas quand même de zéro, puisqu'on avait fait Paris, Nice, Marseille, qu'on avait lancé Lille, Lyon, Strasbourg, qui sont arrivés pour Lille il y a un peu plus d'un an, on le rappelait, en juillet 2018, et Lyon et Strasbourg ensuite ont suivi en décembre. On a lancé aussi Nantes et Rouen. Rouen vient d'ouvrir les 2 multiplexes locaux de Rouen et du Havre, et depuis quelques jours, le multiplex étendu. Donc tout ça, ces réalisations ont été planifiées avant le plan des nœuds et des arcs. Le plan des nœuds et des arcs, il a constitué en 3 grands appels. L'appel national que nous avons lancé en juillet 2018 et auquel toutes les grandes radios publiques et privées ont répondu positivement, et que nous espérons, alors c'est long, hein, je vous ai déjà raconté l'ensemble des opérations administratives, techniques qui doivent être réalisées pour arriver au but. Et pour les appels nationaux, c'est pas simple, puisque sur un des 2 multiplexes qu'on a ouverts, il y a le service public, et le service public est obligé de passer par les procédures d'appel d'offres européennes pour faire pour l'appel d'offres vis-à-vis des diffuseurs techniques. Donc ça n'accélère pas le processus. On espérait au départ que les émissions démarreraient en juillet 2020. Là, de façon plus réaliste, elles démarreront en septembre ou octobre 2020, mais on tiendra absolument cette échéance. Donc ça, c'était essentiellement la partie arc. Bien sûr, ça démarrera sur l'axe Lille, Paris, Lyon, Marseille. Bon, ça s'étendra ensuite vers le sud-est. Et donc l'idée, c'est Paris, Lyon, Marseille sûr, et puis ensuite une extension, mais dans la foulée, vers Lille et vers Nice. Donc ça, c'est la partie arc. Mais bien sûr, cette partie arc desservira aussi les grandes métropoles qui sont sur le passage de l'axe de l'autoroute A1, A6, A7. Et puis il y aura ensuite une montée en charge dont on espère qu'elle ne sera pas trop longue. Et puis pour la partie nœud, on a lancé en même temps que l'appel national un premier appel sur 15 nouvelles zones, mais cette fois-ci en appliquant la stratégie que je vous ai indiquée, c'est-à-dire au lieu d'ouvrir plein de petits multiplexes locaux qu'on n'arrivait pas à remplir, on a ouvert simplement un multiplex étendu par zone et un multiplex local qui correspond à la grosse métropole située dans la zone. Donc on l'a fait pour 15 zones lancé pour 15 zones en juillet 2018, et puis à nouveau pour 15 autres zones en juillet 2019. Les réalisations concrètes sur le terrain, elles vont s'étaler tout au cours de l'année 2020 pour le premier appel 15 zones, et tout au long de l'année 2021 pour le deuxième appel 15 zones. On va donner une priorité pour les mois qui viennent à Bordeaux et Toulouse, qui sont quand même 2 grosses métropoles qui sont manquantes dans le paysage initial du DAB. On donnera priorité aussi au retour sur Paris, Nice, Marseille, combler les trous du gruyère qu'on avait initialement obtenu. Et puis, on va faire aussi en priorité les zones qui sont le long, par cohérence avec les multiplexes nationaux, qui sont le long de l'axe autoroutier vertical, c'est-à-dire des zones comme Dijon, comme Saint-Étienne, comme Toulon. Bon, donc ça sera probablement les premières réalisations au courant de 2020. C'est pas désespéré, on parlait de Nancy tout à l'heure, qui fait partie donc du premier appel 15 zones. Si tout va bien, on pourrait aussi le compter au premier semestre 2020 ou à l'automne 2020. Bon, donc voilà, c'est un peu le titre. On est passé du récit, le récit je viens de vous le faire, aux réalisations, et ça se concrétise sur le terrain, ce qui montre bien effectivement que une forme, ça permet de donner vie, et une bonne stratégie, une stratégie qui peut se raconter, et ensuite, une fois qu'on l'a racontée, c'est pas uniquement un conte de fées, ça se concrétise sur le terrain.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire après ? Alors, comme vous le savez, on a lancé une consultation publique dont la date limite de réponse est la semaine prochaine, je crois, ou la semaine d'après, le 19 novembre. Là, il y avait déjà une date très importante hier, qui était la date limite de remise des dossiers pour le deuxième appel 15 zones. Donc le 19 novembre, deuxième date importante, les contributions à la consultation publique qu'on a lancée sur qu'est-ce qu'on fait après. Alors qu'est-ce qu'on fait après ? La consultation publique pose 3 questions. D'abord, qu'est-ce qu'on fait des 2 places restantes sur les 2 multiplex nationaux ? Puisque vous savez sur chacun des multiplex, on a affecté 12 places sur les 13. Et on en a laissé une qui peut être octroyée soit à de nouvelles radios, soit à des services d'information associés, style météo et trafic, soit à des services de communication électronique, comme des services logiciels de pilotage de l'ordinateur de bord de la voiture. Donc c'est important, comme la forme des appels d'offres, des appels à candidature n'est pas la même selon chacune de ces 3 catégories, c'est important de consulter sur les acteurs sur ce qu'ils veulent en premier. Bon, moi, compte tenu de l'appétence qu'ont manifesté les radios, je ne détesterais pas qu'on ouvre cet appel à des radios supplémentaires, d'autant qu'on a des bons candidats en réserve. Deuxième question, c'est est-ce qu'on va outre-mer, quand, comment, sous forme d'expérimentation, sous forme de lancement effectif ? Là, à mon avis, la prudence s'impose et les échos que j'ai de certains acteurs outre-mer montrent effectivement que cette prudence est aussi de mise dans les esprits locaux. Bon, mais d'un autre côté, l'outre-mer doit évidemment bien être inclus dans la réflexion globale. Effectivement, des expérimentations, ça dépend des territoires, mais par exemple, à La Réunion ou aux Antilles, c'est là que ça serait le plus facilement envisageable. Bon, il faut demander aux acteurs s'ils préfèrent des expérimentations ou s'ils préfèrent des lancements en vraie grandeur. Sachant qu'il n'y a peut-être pas urgence, parce que non plus, dans certains territoires d'outre-mer, par exemple ceux que je viens de nommer, on pourrait, là pour le coup, penser à un switch-off le moment venu, plutôt qu'un processus d'inversion de complémentarité entre FM et DAB. Voilà. Et dernière question, évidemment la plus cruciale, c'est comment on prolonge le plan Les Nœuds et des Arcs, comment on prolonge les développements locaux et régionaux. Et là, l'idée, c'est entre 2000... Donc le plan des Nœuds et des Arcs, c'était 2018-2020. Le plan de percolation, ou le plan de densification, ça sera donc 2021-2023. Dans quelle zone moins dense on va en premier ? Donc là, il y a plusieurs critères. Le critère de densité de population, on peut abaisser, là on a fait toutes les métropoles de plus de 175 000, on peut abaisser le seuil à 120 000, mais il y a d'autres critères. Il y a le critère de la cohérence avec les déploiements déjà réalisés, d'essayer d'éviter des trop gros trous sur la carte de France. La question aussi d'éventuellement de donner une certaine priorité aux zones qui sont voisines de pays DAB+, comme la Suisse ou la Belgique ou l'Allemagne. Donc il y a un ensemble de critères qui devraient permettre de choisir une quarantaine de zones. Parmi les 140, il y a encore 140 zones locales à attribuer en DAB+. Quelles sont les zones qu'on pourrait faire en priorité ? À raison de 10 par an, ça fait une quarantaine en 4 ans, dans ce plan de densification. Donc voilà, vous voyez, c'est bien parti, c'est ma conclusion. J'étais avant-hier à l'Assemblée générale du World DAB à Bruxelles. Et je peux vous dire qu'on n'est plus ridicule, entre guillemets, par rapport aux autres pays européens. On est invité aux mêmes tables rondes que les Suisses, les Norvégiens ou les Allemands, et on n'est plus la lanterne rouge en Europe. Si ça peut exhorter nos amis espagnols à s'y lancer aussi, bon, l'Italie a bien avancé. Bon. Donc voilà, c'est plus du rêve, ça existe, et longue vie au DAB. Merci à tous.